Merci de nous rejoindre sur TV78 pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité locale. Nous sommes le mercredi 7 novembre et voici les sujets qui seront développés ce soir. Troisième édition du Sky Business Day demain jeudi au Vélodrome National à Montigny-le-Bretonneux. Rendez-vous qui doit permettre aux grands groupes et aux PME, TPE de faire des affaires. Les enjeux avec Erwan Legal, conseiller communautaire de l'agglomération délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Nous poursuivrons notre dossier consacré cette semaine à la pénurie de médecins. Quelles solutions les communes mettent-elles en place? Éléments de réponse au cours de cette édition. Et puis, musique avec General Electric. Le groupe de musique électropop sera sur la scène au Prisme à Elancourt le 13 novembre. Un documentaire qui lui est dédié sera projeté juste avant au Ciné 7. Son réalisateur va nous rejoindre en plateau. La société du Grand Paris en charge du super métro autour de la capitale va voir ses ressources augmenter de plus de 100 millions d'euros dès l'an prochain. L'information a été donnée aujourd'hui par nos confrères des Échos qui évoquent une hausse de la taxe sur les bureaux à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Une taxe également de séjour régional devrait voir le jour. Objectif, permettre le financement d'un chantier estimé à quelques 35 milliards. On reste dans l'économie, permettre la rencontre entre les entreprises de Saint-Quentin pour qu'elles puissent faire des affaires. C'est la promesse de l'événement Sky Business Day qui revient demain, jeudi 8 novembre. Bonsoir Erwan Legal. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes maire adjoint de Morpa, conseiller communautaire délégué à l'emploi, notamment à l'agglomération de Saint-Quentin. Ce sera la 3e édition de cet événement au Vélodrome National. Et déjà, c'est un succès en termes d'inscrits. Le bouche à oreille des années précédentes a été plutôt bon. Oui, c'est très favorable. Et avec la particularité qu'on a ouvert aussi en dehors de Saint-Quentin. Donc c'était aussi un challenge. Et challenge transformé en une vraie réussite. Donc on a à peu près un taux de 59-60% de structures d'entreprises sur Saint-Quentin qui se sont inscrites et en dehors 40%. Donc c'est plutôt bien. Ça représente un nombre total d'entreprises 650 à peu près. 650 entreprises qui sont présentes. L'événement était sur inscription. Alors il n'est pas ouvert au public. Le but c'est que les entreprises se rencontrent et puis qu'ensuite ça débouche sur des emplois. C'est aussi ça, mais là c'est de prendre à la base. Des grands groupes, des PME, TPE, tout type d'entreprises sont présentes. Tout à fait. Vous l'avez souligné. Le but, c'est vraiment ce qu'on appelle du B2B. C'est du business to business. C'est entre des grands comptes qui rencontrent des PME ou des TPE qui rencontrent des PME. Donc le principe, c'est vraiment de favoriser l'échange économique au travers un lieu dédié qui est le Vélodrome, à un moment donné, et de transmettre aussi le savoir, au lieu d'aller chercher parfois du business en dehors du territoire, eh bien, des fois, c'est à portée, ou même le voisin en face d'une entreprise, mais elle pratique quelque chose que je recherche. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Et ça se faisait pas avant. Les entreprises n'ont pas le réflexe forcément d'aller voir, le grand groupe va pas voir ce que fait la petite TPE, PME juste à côté et qui pourrait l'aider à avancer. Alors, ça change quand même. Ça change. En plus, nous avons localisé un village d'innovation. Ça, c'est une première. Donc, il y aura une petite vingtaine de start-up donc qui vont montrer, faire des démonstrations sur pas mal de choses. Donc là aussi, les grands comptes pourront regarder ce que font ces start-up, et certaines start-up viennent de SkiCube, évidemment. Voilà. Quels sont les secteurs les plus dynamiques actuellement ou pour demain? Sur le Sky Business Day, par exemple? Alors, sur le secteur, ce qu'il y a au niveau des inscriptions, moi je suis allé voir, c'est un panel très large. Voilà. Donc, je crois que tout le monde va s'y retrouver là-dedans. Vous avez le service bancaire, vous avez le service automobile, vous avez les TPE, PME de l'assurance au service à la personne. Je pense à cette start-up Odavi là, qui est sur SkiCube, qui elle aussi va rechercher certainement 2 ou 3 contacts pour développer son activité au sein du département. Enfin, voilà. Il y a un panel tellement large que tout le monde s'y retrouve. Vous évoquez SkiCube, le but vraiment pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'accompagner de la création presque de l'entreprise jusqu'à ses premières affaires, son business. On les accompagne, on aide au développement au sein du SkiCube et puis ensuite on les accompagne lors du Sky Business Day pour qu'elles rencontrent des groupes plus gros. L'autre particularité de cette année, c'est qu'en plus, le public pourra, par rapport aux démonstrations, et voir dans le village de l'innovation ce qui leur plaît et voter. Et l'heureux élu aura la chance de briller et en tout cas d'avoir un
un niveau de communication élevé et surtout un film réalisé sur son activité. Voilà. Lorsqu'il y a des échanges comme ça entre les grands groupes, les PME, ça dure quoi? Une vingtaine de minutes? C'est très chronométré? Il y a un temps précis? Là, c'est précis, c'est 30 minutes. Mais le temps qu'il y ait l'échange et la mise en place, on est dedans, vraiment, dans la rencontre, c'est 25 minutes. On a 25 minutes pour essayer de convaincre et de vendre son produit et essayer de créer des relations. Oui, mais alors, j'insiste bien sur le B2B. Hein, on n'est pas dans le recrutement. Vous avez affaire, c'est deux chefs d'entreprise qui se rencontrent. Donc, ils parlent le même langage. 25 minutes, je vous assure, moi je suis un peu là-dedans, ça va très vite, mais en même temps, on va à l'essentiel. Et c'est bien. C'est un bon format, vraiment. Vous avez pu faire un bilan des 2 précédentes éditions. Combien de contacts ont pu être noués? Est-ce que ça a débouché sur des vrais contrats, des échanges concrets entre ces groupes? Alors, avec des stats précises, des chiffres et échos, je les ai pas. Moi, je pense que l'indicateur qu'il faut prendre, c'est 3e édition, plus d'entreprises, un vrai engouement. Et tous les chefs d'entreprise que l'on croise dans notre activité de Saint-Quentin, c'est qu'ils nous parlent du Sky Business Day, ils ont des contacts, ils transforment leurs contacts avec des contrats. Donc c'est que ça fonctionne bien. Si la courbe s'inversait, c'est-à-dire qu'on serait à une taux de fréquentation de 300 à 200 puis 100, on devrait s'inquiéter. C'est pas le cas du tout. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'en plus, ouvert en dehors de Saint-Quentin, les entreprises viennent. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un enjeu économique très fort. On a une vraie puissance, hein, faut pas l'oublier. Hein. Et pour ensuite déboucher sur de l'emploi, hein, c'est nécessaire. Et oui, et c'est le but aussi, hein, qu'il y ait une activité éco qui fonctionne, qui génère évidemment de l'emploi et qui arrive aussi à embaucher au niveau du bassin, mais aussi en dehors du bassin, parce qu'il y a les entreprises du bassin, puis il y a les gens aussi qui travaillent, qui vivent sur le bassin et qui peuvent trouver aussi une activité en dehors de l'agglomération de Saint-Quentin. Ce rendez-vous, le Sky Business Day, sera aussi l'occasion pour l'agglomération de présenter aux entreprises les différents services qui existent et qui sont mis en place pour elles. Tout à fait, tout à fait. Ça, il y a comme tous les ans. Quelles sont les choses innovantes sur lesquelles vous allez mettre l'accent cette année, peut-être, pour Saint-Quentin? Je vous dis, on est très axé sur l'innovation. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis, je crois qu'il est bon de rappeler de ce que l'on fait tout au long de l'année. On fait énormément de choses. Je peux vous dire qu'on est regardé nationalement. L'agglomération est très très dynamique sur le plan d'Aveco. Donc c'est important aussi, sans partir sur des visions à 2020-2022, de rappeler déjà ce que l'on fait, vraiment. Moi, je vais juste rappeler qu'il y a en piste pour l'emploi, 2e échéance, le 4 avril 2019. Voilà. Ça, c'est une perspective qui arrive et qui est précise, qui est claire, c'est programmé. Merci Erwan Le Gall. La convention d'affaires Sky Business Day se tiendra donc le 8 novembre à Saint-Quentin en Yvelines, au Vélodrome, et nous y reviendrons bien évidemment dans ce journal et puis dans un prochain numéro de notre magazine économique. Merci à vous. Merci. Dernière information concernant l'emploi, le département lance Job 78. C'est une plateforme internet afin de permettre la mise en relation entre employeurs du département et bénéficiaires du RSA. Un algorithme, une géolocalisation permettent de mieux cibler les demandes, les exigences de chacun. L'adresse internet s'affiche sur votre écran. Une application pour smartphone est en développement, job78.fr. Les commémorations du centenaire de la Grande Guerre se poursuivent et à Versailles, c'est une exposition sur les lendemains de la victoire et qui est proposée. Des documents d'archives ou encore des documents issus des greniers des habitants sont à découvrir. Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. Le 11 novembre 1918, l'armistice était signé. Mais la Grande Guerre laisse ses traces, certains soldats mettent plusieurs mois à revenir des tranchées et la vie quotidienne reste difficile. C'est cette période que la ville de Versailles et le comité des anciens combattants ont choisi de mettre en avant dans leur exposition Versailles au lendemain de la victoire de 1918. J'ai voulu me décaler un petit peu en présentant l'après-armistice pour démontrer d'une part que les soldats ne sont pas revenus en fin 18, mais beaucoup 1019, voire plus tard. Et puis nous avons voulu quand même personnaliser cette exposition par une présentation de documents appartenant aux familles versaillaises. Des documents qui s'ajoutent à ceux des archives municipales départementales et enrichissent l'exposition. Là, vous avez un document qui est assez rare, qui est une lettre à l'encre sympathique, de façon à contourner la censure. Souvent, donc, les soldats, les poilus, écrivaient à leur famille avec de l'encre sympathique qui était révélée.
Ce travail est aussi intergénérationnel. Depuis plusieurs années, une collaboration se fait avec les collèges et les lycées du département. Leurs productions font pleinement partie de l'exposition et présentent leur propre regard sur cette époque. Monsieur Demoura donc a rassemblé plusieurs lycées pour les faire travailler sur les commémorations du centenaire. Donc vous avez beaucoup de dessins qui ont été faits et qui ont été faits par thème. Ainsi vous avez se souvenir, combattre, souffrir, etc. avec des dessins en rapport. Un travail de mémoire et de partage entre les générations bien accompli. Les jeunes Yvelinois ont aussi travaillé une pièce de théâtre pour accompagner l'exposition, le grand festin samedi 10 novembre à 20h30 à l'espace Jean Racine. Nouveau volet à présent de notre dossier consacré cette semaine aux déserts médicaux. Après les constats, les solutions entre réforme du numerus clausus, regroupement des praticiens et l'organisation de soins de proximité. Mélanie Poquet. 7 généralistes, 1 pour 4550 habitants. Trappes est en zone d'intervention prioritaire. Ce médecin généraliste est arrivé en mars dans une maison de santé. Je cherchais une installation en groupe parce que j'avais travaillé souvent en rural, en médecin isolé. J'avais fait beaucoup de campagnes et au bout d'un moment, j'avais voulu m'installer à plusieurs pour des raisons de proactivité, on va dire, du système de santé. D'être à plusieurs, ça nous permet quand même de discuter sur des cas difficiles. À l'origine du projet, ce jeune médecin, déjà praticien sur la ville depuis 2014, il a choisi de s'installer durablement. Un projet à plus d'1 million d'euros. On a eu des réponses positives au niveau de la région et au niveau de l'ARS, URPS, qui nous ont permis, en nous subventionnant une partie de l'investissement, du coup d'agrandir notre surface de cabinet médical et d'accueillir de nouveaux professionnels de santé. Des appuis techniques municipaux et des subventions financières à hauteur notamment de 250 000 euros du côté de l'Agence régionale de santé et de l'Union régionale des professionnels de santé. D'abord, faciliter l'immobilier, puisque l'immobilier est un coût important en Île-de-France et donc dans le budget économique d'un cabinet médical, qui est quand même une petite entreprise. À Manille-les-Hameaux, c'est un pôle santé qui s'est créé à l'été 2018. Plus de 120 000 euros de travaux dans l'ancienne PMI pour accueillir les patients. Dans le quartier du Buisson, il n'y a plus de généralistes depuis une quinzaine d'années. En centre-ville, il y a 4 médecins, ça doit faire 5 équivalents temps plein de médecins, mais dans un rayon de 200 mètres chacun, donc dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Par contre, ici où il y a la moitié de la population, environ 4500 habitants, il n'y a aucun généraliste. En contact avec l'ARS depuis 2 ans, la ville a trouvé une solution. Des consultations avancées d'un médecin urgentiste de l'hôpital privé de Trappes. Il consulte chaque mercredi depuis le mois d'octobre. C'est pas la même façon de travailler, on n'a pas les mêmes moyens techniques, mais c'était un partenariat et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir faire un poste avancé de l'hôpital et pouvoir dépanner les gens et pouvoir les accueillir dans une structure en avant de l'hôpital s'il n'y a pas besoin du plateau technique. Une relation ville-hôpital aussi envisagée à Plaisir. La ville, actuellement en discussion avec l'ARS et le département, s'associe avec l'hôpital gérontologique et médico-social. Nous avons un terrain qui est vraiment à l'entrée de cet hôpital, qui serait tout à fait le terrain adéquat pour pouvoir faire cette maison médicale. Un médecin pour déjà porter le projet et ensuite je pense qu'avec toute l'énergie que l'on met en place actuellement, on sent des frémissements. Il y a des médecins, il y a des gynécologues par exemple qui se sont rapprochés de nous, on a des infirmières qui se rapprochent de nous parce qu'il faut aussi du paramédical, on a des kinés, certains généralistes aujourd'hui. La maison pourrait voir le jour d'ici 2-3 ans. Actuellement, la ville compte 8 généralistes pour près de 32 000 habitants. Nous poursuivons cette édition du journal. Je reçois à présent Laurence Alterne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur du documentaire Electric Men sur le groupe de musique électropop Général Electric qui sera projeté le 13 novembre au Ciné 7 à Elancourt à 18h30. Juste avant le concert du groupe à quelques pas de là, ce sera au Prisme à 20h30. Regardez.
France Alters. Vous nous parlez un petit peu de ce projet, de suivre ce groupe qui existe tout de même depuis une quinzaine d'années, dont vous connaissez bien le leader puisque c'est votre frère, on va tout de suite le préciser. Mais vous nous parlez un petit peu de l'histoire, de cette idée de base de suivre ce groupe. Moi j'ai beaucoup joué avec Hervé quand on était plus jeune. On a beaucoup joué de musique ensemble jusqu'à nos 20 ans. Moi, j'ai bifurqué après, j'ai fait du journalisme, de la réalisation, et lui, il a continué à faire de la musique. Donc on continue toujours à se voir, on joue plus de musique ensemble par contre. Et moi j'ai une cinquantaine d'années, il y a 3-4 ans est venue l'idée, on se voit régulièrement, mais je me suis dit qu'après tout, je connaissais pas si bien sa vie de musicien que ça. Et puis je pense que c'était aussi un moyen pour nous de passer un moment ensemble, et donc je lui ai proposé l'idée du film, et très vite ça a imposé l'idée à moi de... Alors, dans le film, il est question aussi de nous deux, mais plutôt que de mettre l'accent là-dessus, de regarder des musiciens au travail. Donc, en fait, de suivre un petit peu toutes les étapes de la création, avec Hervé au premier plan, puisque c'est le personnage principal, quand même, c'était la raison du film. Et donc, on les voit dans la tournée, on les voit dans leur répétition. Alors, on les voit dans leur répétition pour préparer la tournée, on les voit dans la tournée. On les voit en studio d'enregistrement pour préparer le prochain disque pendant qu'ils sont toujours en train de tourner. Et donc c'est une espèce de boucle sur la création et le travail musical. On voit aussi un peu comment le travail en studio se transforme ensuite pour passer sur scène. Alors c'est le contraire. En fait, on suit les répétitions, la tournée et le travail en studio du prochain disque. Mais on ne voit pas le live, entre guillemets, du prochain disque. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas justement à propos de cette histoire musicale et de son parcours à votre frère et au groupe ? Ce que j'ai appris, ce qui est très compliqué quand on est réalisateur de documentaire et qu'on filme l'intime, quand on fait du documentaire, on va vers l'inconnu. Et quand on va vers l'inconnu, on utilise la caméra en fait comme un truchement pour aller rencontrer l'autre. Et c'est assez simple à faire entre guillemets parce qu'on connaît pas l'autre, donc on le rencontre. Par contre, c'est plus compliqué, enfin pour moi ça a été plus compliqué de filmer quelqu'un que je connaissais, à savoir mon frère et son environnement. Et donc au départ, je me suis pas mal fait avoir, c'est-à-dire en filmant des choses que je considérais, enfin comme je connais un tout petit peu le milieu, j'ai pas forcément été assez naïf dans mon regard. Donc disons que les choses qui m'ont surprise entre guillemets, je dirais, c'est la routine au final, quelque part. La routine au final de ce que c'est qu'une tournée. Oui, parce que ce que vous avez décrit en tout début en introduction, ça semble assez routinier. On monte sur scène, on pense à un album d'après, on prépare, on répète. Il y a des rythmes comme ça. Alors la routine de la tournée, ouais. La routine de la tournée, c'est-à-dire que ça très clairement il y a un rythme qui est imprimé. On termine le concert, on range, on monte dans le tourbus, on repart. Le lendemain, on se lève à 11h, etc. Et ça repart. Donc là, il y a cet aspect-là qui est toujours cassé par le concert, parce que chaque concert est unique. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est de voir les musiciens vivre en quelque sorte sur scène, alors qu'ils vivent une journée quand même assez de déplacement qui, au final, finit par se répéter pas mal. En plus, ils sont très assistés, on leur sert à manger, etc. C'est pas un grand groupe, mais ça arrive très vite, ça, quand vous tournez. Donc, ce côté, on est vivant et on est sur scène, ça, c'est assez épatant à voir. C'est-à-dire que chaque soir est différent. Chaque soirée vraiment est différente et ils ne se lassent pas de ça. Donc ça a été quelque chose que j'ai découvert effectivement. Je pensais que ce serait beaucoup plus routinier sur l'aspect scénique, sur l'aspect répétitif. Et en fait non, ils arrivent à renouveler ça à chaque fois. Et ça fait partie du métier pour eux de trouver l'énergie pour renouveler ça. C'était assez différent du travail que vous aviez pu mener sur les autres documentaires. Vous en avez fait d'autres auparavant sur la relation au travail par exemple, sur le contexte de performance, etc. On est dans un registre très différent là. Alors, je continue à regarder le travail là. Ce sont des musiciens au travail. Donc c'était un petit peu le point de vue que j'ai adopté, parce qu'en fait, je savais pas trop comment approcher la chose au départ. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Après, oui, c'est un milieu qui est très très différent. Enfin, je veux dire, on n'est pas. C'est un milieu qui est, je dirais. En fait, qui est comme tous les milieux de travail, c'est-à-dire il y a un aspect d'aliénation, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin voilà, routinier, on l'utilisait tout à l'heure. Et puis il y a des aspects plus brillants, voilà. Avec une différence quand même, c'est que ce sont des gens qui ont tous choisi ce qu'ils font, par passion. Donc ils sont quand même conduits par ça, voilà.
Je dirais que c'est peut-être ça la différence avec les milieux que j'ai explorés avant. C'est que c'est des gens qui ont fait un choix très fort et qui sont conduits par leur passion et qui vivent leur passion. On regarde un petit extrait justement pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe qui pourtant existe depuis une quinzaine d'années et qui s'est produit avec de nombreux artistes. On peut citer M aussi par exemple. Ils sont assez proches. Voilà. On regarde un petit extrait puis on parlera de votre travail encore ensuite sur le documentaire. There's a connection, deep and true. The air vibrated and wrapped us around you. And when you left the room, we cried like we knew you. Forever tinted with your blue, tinted with this blue, different blue. Voilà pour le groupe que vous pourrez découvrir sur scène le 13 novembre à Elancourt, juste avant le documentaire pour en savoir encore un petit peu plus. Ce documentaire, il a été difficile à monter. Vous avez réalisé du crowdfunding, notamment financement par crowdfunding pour le réaliser. Ouais. Ça n'a pas été évident. Les chaînes de télé, les grands réseaux, en fait, maintenant, sortis de Serge Gainsbourg et de David Bowie, c'est très très compliqué de leur faire. C'est considéré comme un film musical. Il y a pas. Alors, il y a de la musique dans le film, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais qu'il y a une vingtaine de minutes de musique sur un film qui dure 1h45. Il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de scènes de vie, tout simplement, dans le bus, dans la tournée, le studio. Mais c'est très compliqué, quand le groupe n'est pas très connu, de trouver de l'argent pour monter le film. Donc on a pu le monter en partie grâce à TV-Film, puisque ça nous a permis un financement du CNC. Et puis, grâce à une opération de crowdfunding, effectivement, qui nous a permis de lever 20 000 €. Mais je suis pas sûr que je recommencerai ça. C'était assez difficile. Ça demande beaucoup de temps. C'est assez chronophage. Et puis on est obligé. Moi, je suis réalisateur, je suis pas du tout producteur. Mais quand on est réalisateur, on est un peu obligé de s'impliquer là-dedans. Et alors moi, je suis tout à fait reconnaissant à toutes les personnes qui ont financé le projet. Mais je l'ai fait pour cette fois et c'est très heureux. Mais je suis pas sûr que je le recommencerai. Et pour conclure, vous avez prévu un volume 2 peut-être sur le groupe? Non, je pense pas. Non, il n'y aura pas de volume 2. Il y a d'autres projets sur la musique, mais il n'y aura pas de volume 2. Pas avec votre frère? Non. Tout va bien avec votre frère? Tout va bien. Ce sera à découvrir en attendant le concert. Donc ça sera à 20h30 au Prisme à Elancourt, General Electric. Et puis Electric Men, le documentaire qui est consacré au Ciné 7 à Elancourt, 18h30. L'entrée est libre pour le documentaire. Les places sont encore disponibles pour le concert. Tous les renseignements se sont affichés comme d'habitude sur votre écran. Merci. Laurent Salters d'être passé sur notre plateau. Comme chaque mercredi, à présent, petit détour par les salles de cinéma de Saint-Quentin pour un point sur les sorties ciné. L'actualité au cinéma Les Yeux d'Elsa, c'est notre réouverture. Après 8 semaines de fermeture suite à un dégât des eaux qui avait abîmé la moquette et les sièges de la salle, nous avons tout renettoyé, le hall, la moquette, les sièges, et on va pouvoir vous accueillir dans un cinéma qui sent le neuf. Pour récupérer les films qu'on avait prévu de programmer, qu'on vous avait proposés, puis qu'on a été obligé d'annuler à cause de ce dégât des eaux. Donc vous pourrez redécouvrir des films sur grand écran comme Les Vieux Fourneaux, Première Année, mais aussi Les Frères Sisters de Jacques Audiard, qui est un vrai film fort, un des grands films de cette fin d'année 2018. Jacques Audiard étant un des grands réalisateurs français actuellement en activité. C'est quelqu'un qui travaille sur les relations entre les hommes, la fraternité, etc. Depuis Regarde les hommes tombés, son premier film avec Trintignant et Kassovitz, il n'a cessé de travailler cette matière-là, des relations entre hommes, de la fraternité au sein de souvent d'histoires assez difficiles et assez complexes. Le western semble lui aller très très bien. Je vous invite donc à venir le découvrir. Et puis on aura aussi sur la question de la fraternité, de manière plus concrète et contemporaine et commémorative en même temps, Les Croix de bois, adapté du roman de Raymond d'Orgelès, qu'on vous propose de découvrir en version restaurée le samedi 10 novembre à 16h. Et on aura un petit bonus en début de projection, un court-métrage d'époque, de 1915. Je vous invite donc à revenir au cinéma Les Yeux d'Elsa. Nous sommes réouverts. À très bientôt. Un mot de sport à présent et plus précisément de course à pied. 12e édition de l'Ecotrail Paris le 17 mars prochain. Toujours au départ de l'île de Loisirs à Saint-Quentin en Yvelines. Le tracé a été présenté officiellement hier depuis un salon de la Tour Eiffel où Mickaël Midoro n'a pas manqué de se rendre.
Des trails en pleine nature et des coureurs qui vont au bout d'eux-mêmes, voici le programme de la 12e édition de l'Eco-Trail. Le rendez-vous proposera le 17 mars des courses de 18, 30, 45 et 80 km entre l'ouest parisien et la Tour Eiffel. Plus de 12 000 participants sont attendus sur cette épreuve. C'est devenu le plus gros rendez-vous de trail de début de saison où on peut accueillir des élites, les meilleures élites de la discipline. Et c'est aussi en fonction des différents formats de course, de 18 au 80. C'est hyper ouvert, ce qui fait que les gens, on en a de plus en plus qui s'inscrivent de plus en plus tôt. Donc nous, on ouvre nos inscriptions dès le mois de juillet. Ça veut dire près de 9 mois avant l'événement et on est complet au mois de février. Parmi les participants, Fabien Parmentier, un coureur originaire de Montigny-le-Bretonneux, le runner a déjà participé à 11 éditions de l'Eco-Trail et repartira cette année sur le 80 km. Le départ est à quelques kilomètres de chez moi et puis ça permet surtout à ma famille de me suivre en fait sur la totalité du parcours. Donc voilà, c'est ma course locale à moi, quoi. Avec le temps, Fabien Parmentier connaît parfaitement les pièges à éviter sur ce départ à domicile depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut se mettre dedans, effectivement, il faut rentrer dans la course, il faut trouver le bon rythme. Il faut éviter de ne pas se faire d'entorse parce qu'effectivement on part sur la base de loisirs de Saint-Quentin et puis on part dans une espèce de champ qui est relativement bosselé, pas évident pour les chevilles. Donc il faut rester attentif, il faut trouver le bon rythme, pas se cramer trop vite. Une stratégie qui l'aidera peut-être à réaliser son objectif, boucler cette ultra trail avec un temps compris entre 8h30 et 9h30. Sport toujours et c'est quasiment officiel. L'ancien trappiste Nicolas Anelka va rejoindre le banc du LOSC en Ligue 1. L'ancien attaquant du PSG de Chelsea devrait encadrer les jeunes et peut-être les attaquants du club. Le journal revient demain 18h en direct avec Grégory Canalé. À bientôt.